Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Nous commençons avec les tensions en mer de Chine méridionale. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que le rejet par la Chine du processus d'arbitrage déposé par les Philippines dans le cadre de revendications territoriales respecte le cadre législatif. Il a fait ces remarques après une réunion avec son homologue australienne Julie Bishop à Beijing mercredi. L'Australie exige une résolution des différends en mer de Chine méridionale de manière pacifique, ce qui comprend un processus d'arbitrage. La Chine suit en fait la loi internationale en n'acceptant pas l'arbitrage concernant la souveraineté et les droits maritimes. Parce qu'après avoir rejoint la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer en 2006, la Chine a publié une déclaration selon les droits accordés à la Chine par l'article 298 de l'UNCLOS. Nous avons publié une déclaration gouvernementale pour que la Chine ne soit pas assujettie aux mesures de règlement obligatoire. Le gouvernement chinois continuera à soutenir la déclaration. Le ministre a fait la liste des raisons pour lesquelles la tentative d'arbitrage des Philippines, d'abord faite en 2014 à un tribunal de l'ONU, est invalide et inacceptable. Il a dit que c'était un geste unilatéral par les Philippines qui va à l'encontre des normes internationales d'arbitrage et qu'ils n'ont pas encore épuisé d'autres moyens pour arriver à une résolution. Wang Yi a aussi dit que n'importe quel déploiement d'armement sur le territoire de la Chine serait légitime. Cette précision était en réponse à des déclarations occidentales qui prétendent qu'un système de missiles solaires avancé a été déployé sur l'une des îles contestées en mer de Chine méridionale. J'espère que les médias, d'où qu'ils soient, y compris ceux des pays occidentaux et d'Australie, porteront davantage leur attention sur les phares que nous avons construits sur certaines des îles que nous utilisons en mer de Chine méridionale. Ces phares, aujourd'hui en fonction, sont très utiles à la sécurité des embarcations naviguant dans les environs. Ils peuvent aussi s'attarder sur les installations de prévision météorologique et autres que nous prévoyons de construire pour offrir un abri, assistance, secours et intervention d'urgence aux bateaux de pêche. En tant qu'État le plus vaste de mer de Chine méridionale, la Chine a pris des mesures assurant biens et services à la communauté internationale. Elle joue également là un rôle positif. De plus, les installations limitées et nécessaires d'autodéfense que la Chine a construites sur les îles et récifs où est stationné le personnel chinois sont cohérentes avec le droit qu'a la Chine d'assurer sa protection et sa défense dans le cadre du droit international. Cela ne devrait être l'objet d'aucun doute. Le ministre chinois des Affaires étrangères a aussi souligné que la démilitarisation profite à tous, mais ce concept ne peut pas être appliqué à un seul pays ou avec des normes variables ou même multiples. Il a également ajouté que la démilitarisation en mer de Chine méridionale a besoin d'efforts communs de pays de la région, mais aussi de l'extérieur. Le ministre chinois des Affaires étrangères a ajouté que la Chine a remarqué que pendant les réunions récentes entre les États-Unis et l'ASEAN, les deux parties ont promis de démilitariser la région. Il a conclu en ajoutant que la Chine espère qu'ils pourront respecter leurs paroles. Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu mercredi à une déclaration lors d'un point presse régulier après 2 jours de réunion en Californie entre les États-Unis et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Le porte-parole chinois Rong Lei a déclaré qu'attiser les tensions autour du problème de la mer de Chine méridionale ne servait pas les intérêts de la région. Nous souhaitons développer nos relations avec les États-Unis et l'ASEAN. Nous espérons que nos liens pourront permettre d'accélérer l'interaction et la coopération régionale et maintenir la paix et la stabilité dans la région. Nous avons remarqué que certains pays cherchent à attiser les tensions autour de la question de la mer de Chine méridionale, mais la plupart des pays de l'ASEAN s'y opposent car cela pourrait être dommageable à la paix et à la stabilité ainsi qu'à la confiance politique entre pays. Le ministre Rong Lei a également répondu aux commentaires du président américain Barack Obama en disant que l'ensemble des parties concernées par les disputes devraient résoudre le problème par un arbitrage. Il a dit que les États-Unis devaient cesser d'essayer d'attiser les tensions dans la zone. Il a ajouté que les États-Unis ne sont pas concernés par ces disputes et qu'ils devraient favoriser une bonne atmosphère pour permettre de trouver une solution pacifique. M. Rong Lei a dit à nouveau que l'océan Pacifique est assez vaste pour la Chine et les États-Unis et que ces derniers devraient se rappeler que les intérêts des deux pays sont très liés.
Économie maintenant, l'indice des prix à la consommation en Chine a augmenté en janvier, contrairement à l'indice des prix des producteurs. Selon le Bureau national des statistiques, l'IPC a augmenté d'1,8% en glissement annuel en janvier, contre 1,6% en décembre. L'indice des prix à la production a lui baissé de 5,3% en janvier par rapport à l'année dernière. Le marché s'attendait à ce que cet indice baisse de 5,4% après avoir chuté de 5,9% le mois précédent. Pendant ce temps-là, les risques déflationnistes menacent toujours la Chine. Les experts en économie nous ont livré leurs commentaires sur les perspectives des deux principaux indices, IPC et IPP, pour cette année, et sur la manière dont les dirigeants chinois tentent de répondre à la situation actuelle. Demande intérieure encore faible, à laquelle s'ajoutent des prix des principales matières premières au plus bas. Le risque de déflation n'a jamais autant menacé l'économie chinoise. Malgré un indice des prix à la consommation affichant une croissance moyenne d'1,4% par rapport à l'an dernier, le chiffre reste encore malheureusement loin de l'objectif de 3% de croissance fixé par le gouvernement en 2015. Et l'indice ICP restera selon toute vraisemblance à un niveau relativement bas en 2016. La demande intérieure reste globalement faible et malgré cela, nous n'assistons pas à une importante dévaluation de la monnaie. Bien au contraire, nous constatons que le taux de change réel dollar-renminbi est resté fort. Ainsi, tout porte à croire que la hausse de l'indice des prix à la consommation sera très limitée et se situera aux alentours des 1,5 à 2% pour l'ensemble de l'année. Les cycles déflationnistes poussent les consommateurs à contenir leurs achats et incitent les entreprises à repousser leurs projets d'investissement en raison de la crainte d'une poursuite de la baisse des prix. La Banque centrale chinoise est quant à elle plus optimiste, en annonçant que les prix à la consommation devront encore augmenter de 1,7% en 2016, alors que selon les dernières prévisions, l'indice des prix à la production devrait baisser par rapport à l'année dernière d'environ 1,8%. Une chose est sûre, l'indice des prix à la consommation restera à un niveau très faible, à savoir en dessous de 2%, probablement aux alentours des 1,6-1,7%, comme l'indiquent certaines prévisions. Cependant, l'activité manufacturière et les prévisions de carnet de commandes ne laissent pas encore entrevoir de reprise à court terme, aggravant toujours plus la situation. L'indice officiel PMI des directeurs d'achat est tombé à 49,4 en janvier, alors qu'il était encore tout proche des 50 points au mois de décembre dernier, seuil marquant la croissance ou la contraction de l'activité économique. Il s'agit là de la baisse la plus marquée depuis le mois d'août 2012. Elle marque clairement la pression qui pèse sur le niveau des prix, ainsi que les surcapacités dans les secteurs clés de l'économie chinoise, tels que la production d'acier et d'énergie. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré mercredi que le gouvernement central chinois avait approuvé 55 milliards de yuans d'investissement pour cette année. Afin de conforter la croissance dans le pays, les planificateurs de haut rang ont rappelé que la priorité serait toujours donnée aux investissements dans les infrastructures et aux politiques en faveur de la stabilité du marché de l'emploi. Les investissements restent l'un des principaux moteurs de la croissance économique chinoise et le gouvernement central a encore augmenté les dépenses publiques au cours des dernières années. Plus de 5 000 milliards de yuans d'investissement ont été enregistrés à la fin de l'année dernière et une tranche supplémentaire de 55 milliards de yuans vient d'être approuvée en janvier dernier, selon les informations données par la Commission nationale pour le développement et les réformes. L'institution centrale a indiqué que l'accent serait mis sur la mise à niveau de certaines infrastructures. Les projets financés concernent les secteurs de l'eau et de l'énergie. Nous voulons améliorer le niveau de la population et cela passe notamment par des meilleurs réseaux d'approvisionnement, d'énergie et de transport. La création d'emplois est devenue avec le temps un indicateur clé de l'état de l'économie chinoise, et ce, depuis que le gouvernement prête davantage attention à la qualité de la croissance plutôt qu'à son aspect quantitatif. Zhao Chenxin a indiqué que l'économie chinoise avait créé plus de 64 millions d'emplois au cours des 5 dernières années, en raison notamment des efforts de restructuration ayant mis l'accent sur les secteurs des services à haute valeur ajoutée. La Chine doit désormais poursuivre son chemin et accentuer les efforts de réduction des surcapacités dans les industries gourmandes en énergie, telles que dans la production d'acier et de charbon. Beaucoup craignent que le pays soit mis sous pression suite à de grandes vagues de licenciements. Le porte-parole de la CNDR a rappelé qu'il n'y avait pas de raison pour s'inquiéter car les fondamentaux de l'économie chinoise restent solides et que de nouveaux moteurs de croissance sont en train d'émerger.
Les fondamentaux de l'économie chinoise sont bons. La campagne actuelle visant à encourager le secteur privé porte progressivement ses fruits. Le gouvernement chinois s'est fermement engagé à poursuivre son soutien aux industries gourmandes en énergie dans leurs efforts de rééquilibrage de leurs effectifs. En tant qu'organe de planification économique de haut rang, les Chinois suivent avec grand intérêt les contours tracés par la CNDR s'agissant de la stratégie de croissance pour les 5 prochaines années. Zhao Zhenxin a rappelé que la première version de la proposition avait déjà été revisée par la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale populaire le mois dernier et sera soumise en priorité lors de la prochaine session plénière. L'Organisation mondiale du commerce s'est prononcée en faveur de fabricants d'acier chinois dans une affaire de dumping de produits excédentaires qui les opposait à l'Union européenne. Le ministère chinois du commerce s'est réjoui de cette décision et demande à présent à l'Union européenne de mettre un terme aux mesures anti-dumping qui grèvent les exportations chinoises à destination du marché européen. L'avis rendu par l'OMC clôture la procédure engagée par l'Union européenne il y a 10 mois. L'enquête anti-dumping effectuée sur les exportations chinoises d'acier a débuté en avril dernier. Le gouvernement chinois a insisté pour que l'OMC ait le dernier mot dans la mesure où la Chine, comme l'Union européenne, sont membres de l'organisation. L'OMC a déclaré que les mesures anti-dumping européennes prises à l'égard des fabricants d'acier chinois étaient contraires au droit du commerce international. L'Union européenne a prévu d'abandonner ces mesures d'ici 3 semaines. Le rapport a obtenu l'approbation du ministère chinois du Commerce. Il s'agit d'une bonne décision pour l'Union européenne qui va mettre fin au protectionnisme en vigueur et se conformer aux règles de l'OMC. Nous nous en félicitons. Nous espérons que l'Union européenne va procéder à ces changements sous peu et abandonner les mesures anti-dumping qui touchent les exportations chinoises. L'industrie sidérurgique européenne est de moins en moins compétitive du fait d'une demande faible et de coûts de production élevés. Les pertes d'emplois vont sans doute être nombreuses dans le secteur. Le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il souhaitait que les deux parties travaillent ensemble sur la question sans pour autant avoir recours à des mesures protectionnistes. Nous espérons que l'Europe et la Chine vont renforcer leur coopération commerciale et fournir plus d'opportunités à leurs industries sidérurgiques respectives en répondant au problème mondial de surcapacité ensemble. En adoptant des mesures protectionnistes, nos partenaires européens portent atteinte à l'industrie sidérurgique dans son entier et au commerce international. Chen a également précisé que la Chine se réservait le droit d'engager d'autres procédures afin de défendre les intérêts légitimes de sociétés chinoises ayant subi les effets négatifs de ces mesures protectionnistes. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce a souligné que la Chine adopte une position d'ouverture face aux pourparlers sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, le TTIP. M. Chen a expliqué que les négociateurs des États-Unis et de l'Union européenne ont conduit 11 sessions de pourparlers sur l'ambitieux accord de TTIP, mais des différences substantielles demeurent encore. S'il est adopté, l'accord transformerait significativement le paysage du commerce international. M. Chen a ajouté que la Chine prend une attitude d'ouverture face aux négociations du TTIP, à condition qu'elles soient conduites de façon transparente. La Chine adopte toujours une position d'ouverture face aux accords de libre-échange qui permettent la libre circulation des biens et des personnes. En d'autres mots, nous souhaitons que toutes les discussions traitant de libre-échange se déroulent dans un cadre basé sur des principes d'ouverture, de transparence et d'inclusion. C'est seulement de cette façon que nous pourrons créer un meilleur environnement pour le commerce international. Et pour cette seconde partie du journal, nous sommes rejoints par Zhao Zhetin. Bonjour Zhao Zhetin. Bonjour Jonathan. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui dans Aujourd'hui à Chine? Nous allons ouvrir cette partie avec une page économie. Apple lance officiellement son service de paiement Apple Pay en Chine en vue d'acquérir de nouvelles parts du marché du paiement mobile de plus en plus populaire. En tout, 19 grands partenaires chinois ont signé avec Apple, représentant d'ores et déjà 80% des cartes de crédit et de débit qui circulent en Chine. Elles sont utilisables chez un tiers des commerçants acceptant ce type de carte.
La Chine représente le deuxième plus grand marché d'Apple en termes de revenus. Les statistiques montrent que près de 360 millions d'utilisateurs règlent déjà leurs achats avec leur téléphone mobile en Chine. Cependant, d'après les analystes, Apple Pay devrait faire face à une rude concurrence dans l'empire du milieu parce que les systèmes de paiement locaux saturent le marché. La compagnie chinoise UnionPay a annoncé un partenariat avec Apple pour établir son service de paiement électronique en Chine. Le partenariat entre Apple Pay et UnionPay permettra aux détenteurs d'une carte UnionPay chinoise de s'enregistrer sur Apple Pay avec des produits comme l'iPhone, l'Apple Watch ou l'iPad. Ils seront dès lors capables d'effectuer des paiements certifiés par empreinte digitale directement sur l'appareil. Certains clients disent attendre beaucoup de ce mode de paiement, d'autres se montrent plus sceptiques. J'utilise Apple Pay parce que j'utilise beaucoup mon iPhone. C'est pratique et à la mode et j'ai juste un peu peur pour des questions de sécurité. Mais Apple est très sûr, je pense. Je suis en général influencée par les modes, mais je ne suis pas certaine pour celle-là. WeChat et Alipay sont déjà très pratiques, alors encore un autre mode de paiement, c'est peut-être un peu superflu. Apple Pay parle d'un partenariat avec UnionPay depuis le début. Le problème est que UnionPay n'autorise que 1000 yuan par jour de transactions à partir d'un portable, une limite qu'Apple voudrait voir disparaître. UnionPay a accepté de lever la limite, mais aucune annonce officielle n'a été faite sur le nouveau montant qui sera autorisé. UnionPay devra aussi mettre à jour ses distributeurs automatiques, or il en existe 5 millions dans tout le pays. Cela représente un investissement considérable, mais UnionPay croit en la valeur des clients d'Apple et en leur loyauté. UnionPay veut un accord avec les banques commerciales et en même temps, le marché des paiements a beaucoup évolué ces derniers temps en Chine. Apple Pay pourra être utilisé sur 5 millions de machines et c'est très populaire. La technologie NFC et les paiements par scannage seront la clé des paiements sur portable dans le futur. Ye dit aussi que le lancement d'Apple Pay va changer la donne sur un marché déjà très encombré. La technologie du scannage qu'utilise Alipay est plus étendue en Chine que la technologie Near Field Communication utilisée par UnionPay et Apple. Et le nouvel accord pourrait bien favoriser la technologie UnionPay. La firme de consultants en marketing iResearch dit que les transactions à partir de portables en Chine pèseront 50 000 milliards de yuan cette année. Le deuxième patient infecté par le virus Zika en Chine se rétablit alors qu'il se trouve toujours en quarantaine. L'homme de 28 ans a été exposé après être entré en contact avec une personne porteuse du virus au Venezuela quelques jours avant de rentrer à Guangzhou le 9 février via les Pays-Bas et la Russie. Le patient a été repéré alors qu'il faisait de la fièvre à l'aéroport international de Guangzhou. Le premier patient atteint de la maladie a quitté l'hôpital de la province du Jiangxi dans l'est du pays dimanche alors qu'il était complètement rétabli. Les symptômes du virus Zika qui se propage par un moustique sont notamment la fièvre, des douleurs articulaires, des maux de tête et des douleurs musculaires. La découverte des ondes gravitationnelles par des chercheurs aux États-Unis incite des scientifiques dans le monde entier, dont ici en Chine, à se plonger davantage dans l'univers. Des scientifiques ont annoncé qu'un programme de recherche sur les ondes gravitationnelles appelé TAITI allait leur permettre de mener leur propre recherche sur cette avancée scientifique. Xu Geng nous en parle plus. Capter les ondulations dans l'espace-temps. Après la découverte stupéfiante aux États-Unis des ondes gravitationnelles, la Chine cherche à devenir un leader mondial dans ce nouveau domaine. Alors que les recherches menées par l'américain LIGO se faisaient depuis un observatoire au sol, les scientifiques de l'Académie des sciences de Chine passent à un niveau supérieur en travaillant sur une détection directement depuis l'espace. Depuis l'espace, on peut détecter un spectre bien plus large qui pourra contenir bien plus de données. Nous pourrons alors mesurer une grande quantité de trous noirs et d'ondes gravitationnelles générées à l'origine par le Big Bang. Si on compare les études sur les ondes gravitationnelles à une composition musicale, LIGO ne serait que le prélude et la détection depuis l'espace en serait la partie principale. Les ondes gravitationnelles peuvent être utilisées comme un outil pour sonder les confins de l'univers ou même pour trouver ses origines.
Si les scientifiques parviennent à intercepter l'information sur la source des ondes, ils pourront utiliser des moyens totalement nouveaux pour étudier les trous noirs et d'autres corps célestes. La Chine va soit prendre part au projet ELISA de l'Agence spatiale européenne pour partager de l'équipement, soit elle enverra dans l'espace son propre satellite de détection des ondes qui s'inscrira dans un projet parallèle à ELISA. Le projet Taiji n'est qu'une partie du grand plan spatial de la Chine. De nombreuses équipes étudient les ondes gravitationnelles avec différentes méthodes et différents objectifs. Si on prend l'analogie musicale des scientifiques concernant les différentes fréquences des ondes gravitationnelles, alors Taiji a pour objectif de détecter la voix haut perché. Le radiotélescope géant dans la province du Guizhou est à l'écoute de la voix moyenne. Et un autre plan en cours d'élaboration, Ali, espère entendre les premières secousses du Big Bang. Et la fête des lanternes en Chine qui tombe le 22 février cette année clôture la fête du printemps. Allons dans le sud-ouest de la Chine pour voir comment les groupes ethniques locaux célèbrent cette fête. Si vous faites partie du peuple Gelao dans la province du Guizhou, la fête des lanternes vient à votre porte. Durant les 15 premiers jours du premier mois lunaire, des artistes viennent chez vous avec des lanternes et des chansons et les propriétaires donnent de l'argent et de la liqueur pour garantir la bonne chance à l'année qui arrive. Cette tradition a une histoire de plus de 1000 ans. L'on peut apprendre beaucoup d'histoires avec leurs chants. Et le peuple ethnique Miao, aussi dans le Guizhou, met des costumes traditionnels et des bijoux et se rassemble sur une place pour chanter, danser et jouer des instruments traditionnels. Bien sûr, les photographes sont de sortie pour capturer l'événement. Tous les villageois se rassemblent ici avec leurs beaux vêtements et leurs bijoux en argent brillant. C'est un spectacle pour moi. Pendant ce temps, alors que le paysage autour de Yuxi, dans la province du Yunnan, fleurit avec les fleurs de colza, les gens de la minorité Yi dansent dans des champs dorés lors d'un festival qu'ils appellent Kai Xinjie. Il coïncide avec le festival du tourisme de la fleur de colza de la ville. C'est ainsi que se conclut cette partie et maintenant retour au plateau. Jonathan, c'est à vous. Merci beaucoup, Georgette. Et merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. Nous vous retrouvons dans 1h30 pour une nouvelle édition.